Perseverate. Studia. Grate. Ils avaient disparu il y a plus de 15 siècles, emportés par la chute de l'Empire romain, trop barbares aux yeux du monde chrétien. De leurs 500 années de gloire, il ne restait en Provence que quelques légendes et les immenses arènes construites pour accueillir leurs combats. Aujourd'hui, dans l'amphithéâtre d'Arles, au bord du Rhône, les gladiateurs sont de retour. Entre les pierres millénaires, le choc des glaives résonne à nouveau. Quelques passionnés, athlètes, historiens, retrouvent la réalité de ce qui fut le plus grand sport-spectacle de l'Antiquité. Vous croyez déjà tout savoir sur les gladiateurs ? La vérité est bien loin de ce que l'on vous a appris. Certains petits matins de printemps, les arènes d'Arles accueillent d'étonnants sportifs, des stagiaires venus de toute la France pour s'entraîner au combat tel qu'on le pratiquait dans l'Antiquité. Ici, pas question de jeu de rôle. Le professeur est un ex-champion de Jiu-Jitsu, devenu un spécialiste du monde des gladiateurs. En 1990, Brice Lopez a fondé sa société Acta, qui organise plus de 2000 reconstitutions par an. Depuis, avec ses athlètes, il traque la vérité historique. A priori, l'objectif du gladiateur n'est pas de tuer son adversaire. Il n'a même pas le droit de le tuer. Ce n'est pas lui qui doit décider de la mort de l'autre. Tout est prévu pour que le combat puisse se faire sans aucun risque. L'idée, c'est que c'est un spectacle, et pour que ça soit un spectacle, dans l'Antiquité, il faut qu'il y ait du geste. Si on déroule du geste, si on fait du mouvement technique, si on envoie de l'action, c'est parce qu'on sait qu'en face, l'adversaire, il est de la même école que moi. Si ça se trouve, on s'entraîne ensemble depuis des années. Il n'a aucun objectif de me tuer, mais il va me blesser, me tailler. Donc si la mort était au bout obligatoire, si on devait s'entretuer, jamais on attaquerait, parce que je sais très bien que dès que je vais faire un geste pour aller le toucher, lui, il va pouvoir me planter, me tuer. Vous avez le plus beau gymnase du monde, là. Et en plus, on est tout seul. La tête, je rentre les épaules. Boum. 6, 7, 8. Hyper vite, je recule. Hop, je décale. C'est au pied du château médiéval de Beaucaire, dans le Gard, que Brice Lopez et Acta ont installé leur camp de base. Le Forum Ugornum, à quelques kilomètres d'Arles, reprend le nom romain de Beaucaire, un site qui sert à la fois de lieu de recherche et d'espace d'accueil. Mon travail consiste, depuis plus de 20 ans, à répondre à une question. Comment combattaient les gladiateurs ? Le combat que vous allez voir va faire... Je m'intéressais beaucoup à l'histoire des arts martiaux, donc des disciplines venues d'Asie, de Chine. J'avais fait un stage avec les maîtres Shaolin, j'avais fait beaucoup de stages pour essayer de comprendre l'origine des arts martiaux. Sur une compétition, un chercheur italien est venu présenter l'institut qu'il venait de créer en Italie. Donc ce chercheur, c'est Dario Battaglia. Il voulait travailler sur l'expérimentation de la boxe, de la lutte et du pancrace des Jeux Olympiques grecs. C'est là que j'ai découvert les arts martiaux, huile d'olive et miel. Gladiatores, salutate. À travers ces disciplines, tu revisites vraiment le monde méditerranéen dans son ensemble. On retrouve ces disciplines aussi bien en Afrique du Nord qu'au Moyen-Orient, qu'en Grèce, qu'en Europe, en Espagne ou en France ou en Italie. Et donc il y a quelque chose un peu comme ça de l'ordre du méditerranéen, hein, vraiment Mare Nostrum. Persévérate, continuez. Ça touche en ressort, persévérate, continuez. Continuez, persévérate, continuez. Attention à ton bras droit. Persévérate, continuez. Persévérate.
c'est notre culture. Moi, je suis profondément méditerranéen. Et ces disciplines, elles sont méditerranéennes. Ces disciplines, les maîtres à penser, c'est Platon, c'est Philostrate, c'est Cicéron. Ressort, persévérate. Et Platon disait de la lutte que c'est la plus belle des disciplines, que c'est elle qui forme le corps à son maximum de souplesse, de force et d'amplitude. Enfin voilà, c'était un amoureux de la lutte et vraisemblablement un assez bon lutteur. Pour retrouver des pratiques effacées par le temps, Brice Lopez et ses équipes d'athlètes appliquent les techniques de l'archéologie expérimentale. Avec des armes et des panoplies identiques à celles découvertes dans des fouilles ou copiées sur des mosaïques, ils s'entraînent, combattent pour faire avancer les théories des historiens. L'expérimentation permet de réduire le champ des possibles. On ne découvre pas la réalité. Il y a un côté recherche, un peu enquête policière, un peu découvrir quelque chose d'intéressant, une technique cachée. Pas qu'elle soit meilleure que les autres, simplement, elle est un peu énigmatique, on la connaît que par bribes d'informations et donc il faut retrouver le reste. Entre Beaucaire et Arles, le Rhône n'a pas encore livré tous ses secrets sur la Provence romaine. Dans l'Antiquité, il était à la fois un axe commercial majeur et un dépotoir bien pratique pour les hommes qui vivaient sur ses rives. Ces dernières années, le fleuve a offert aux archéologues une série de découvertes fantastiques, désormais conservées au musée de l'Arles antique. En 2004, une barge à fond plat du 1er siècle qui servait à transporter des pierres a été extraite de son limon. En 2007, c'est le fameux buste présumé de César qui est sorti des eaux. Claude Sintès dirige le musée de l'Arles antique depuis sa création. Pour cet historien, le lien entre la cité provençale et le plus célèbre des empereurs est essentiel. Dans les années 40 avant notre ère, les Arlésiens aident Jules César à conquérir Marseille. Cette alliance va changer le destin de leur ville pour plusieurs siècles. César va très vite comprendre que Arles est une place extrêmement importante pour la diffusion de la romanité. Et César va lui donner un statut tout à fait particulier, celui de colonie de droit romain. Ce qui veut dire que Arles est considérée comme une parcelle du territoire romain. Ses habitants vont devenir des citoyens et ils auront la possibilité de commercer sans avoir à payer des taxes trop importantes. Une sorte de port franc, si vous préférez, qui va permettre à cette ville d'avoir une prospérité tout à fait remarquable liée au commerce et aux échanges. L'art de vivre à la romaine a amené aussi quelque chose de tout à fait étonnant, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la civilisation des loisirs. La ville va s'équiper d'un certain nombre de grands édifices, comme un théâtre, comme un amphithéâtre, comme un cirque dans lequel il y avait des courses de chars. On va amener aussi le confort, avec des thermes, avec l'adduction d'eau, avec des voies pavées, alors qu'avant on marchait dans la boue. Arrêlater la Romaine est un terrain de jeu infini pour les archéologues. Sur le site de la Verrerie, dans le quartier de Trinquetail, sur la rive ouest du Rhône, les fouilles ne font que commencer. Mais déjà, elles ont permis de découvrir des peintures inédites en France, sur les murs d'une villa du 1er siècle avant Jésus-Christ. La qualité des peintures qu'on a trouvées ici montre qu'on est dans la maison d'un très très riche citoyen. Donc ça va avec le statut de la cité. Des gens riches qui viennent ici, qui importent leur mode décoratif, donc qui font venir des artisans d'Italie, sont forcément des gens très riches. Et s'ils sont très riches, s'ils sont ici, c'est pas pour rien, c'est parce que la cité a un statut qui est très haut. Archéologue au musée de l'Arles antique, Alain Génaud a fait de l'étude des gladiateurs un de ses axes de recherche. Parmi les milliers de références répertoriées dans les réserves, ce spécialiste du monde romain a recensé des dizaines d'objets, statues, vases ou encore lampes à huile qui prouvent que, comme tout l'Empire, Arles brûlait de passion pour les gladiateurs. Ici, on a une très belle représentation d'un duel entre deux combattants, deux gladiateurs, qui sont a priori des essaidaires et qui se reconnaissent par rapport à leur armatura, le type d'équipement qu'ils portent, avec des boucliers ovales, des armes qui a priori ne sont pas pointues et qui ont des casques qui portent des plumes. Donc on est vraiment là sur une phase classique d'un duel de deux combattants sur la piste de l'amphithéâtre. Ce type d'objet, c'est du merchandising. Hein. C'est vraiment, là, de nos jours, on va aller acheter l'écharpe de l'OM. Là, on allait acheter la lampe qui représente des combattants. Donc on veut avoir ça chez soi, pour soi-même le regarder, puis pour le montrer à ses amis aussi. Hein. Il y a une fonction de représentation.
Alors, c'est un objet qui a été trouvé dans le Rhône. Il a son étiquette. En 2007, c'est un petit objet en plomb qui, vu comme ça, ne ressemble pas à grand-chose, mais qui est très intéressant parce qu'en réalité, c'est une représentation de 2 combattants qui sont à l'entraînement. Alors, la figure est pliée. Il faut la détordre de manière immatérielle, puisque nous, on ne peut pas se permettre d'altérer les objets, donc il va rester comme ceci. Ici, on a un nom qui est cursor, c'est celui qui poursuit. Et de l'autre côté, on arrive à lire les premières lettres de Velox. C'est le rapide, celui qui va vite. Donc on a les gladiateurs cursor et Velox, et ces 2 combattants sont installés de part et d'autre d'un pieu qu'on appelle le palus, et qui est le pieu sur lequel les combattants s'entraînaient aux gestes de précision. Comme dans tout l'Empire romain, il y avait des gladiateurs à Arles. La meilleure preuve en est tout simplement l'amphithéâtre, qui était un monument qui n'était dédié qu'à ce type de spectacle. Mais nous avons d'autres objets qui attestent cette présence. Et le plus emblématique est cette stèle, c'est-à-dire une base qui devait supporter une statue. Et cette inscription que vous voyez là est une inscription qui met en valeur un certain Olympius, qui était un impresario de troupes de gladiateurs. Et on voit là inscrit « Negotiator familiae gladiatorae ». C'était un personnage important qui allait vendre les spectacles, qui allait donc négocier, comme on dirait aujourd'hui, les contrats de sa troupe de gladiateurs, les produire. Et ce personnage s'est fait appeler négociateur de famille de gladiateurs, alors que la plupart du temps, ils étaient mal considérés. Et on aimait bien leur donner le surnom, voire les appeler lanistes. Laniste, ça voudrait dire boucher, marchand de chair humaine. Les gladiateurs antiques étaient donc comme nos footballeurs professionnels, parfois stars, parfois parias. Rites funéraires à l'origine, leurs combats sont devenus un sport immensément populaire, aux règles très précises. Le style et les armes sont codifiés. Le peuple doit pouvoir reconnaître facilement ses héros et s'identifier aux personnages qu'ils incarnent. On a un certain nombre de panoplies qui sont déterminées par les sources archéologiques à notre disposition. Provocator, Thrace, Oplomaque, Myrmion, Rétière, Sécutor, Cisor. Là, à ma droite, on a le Thrace avec la Sica supina, donc la dague courbe à double tranchant. C'est une arme très très particulière qui permet à ce gladiateur de contourner le bouclier de son adversaire. Il a un casque à grande crête et large bord, très très caractéristique. Là, il est entièrement en bronze, un petit bouclier, et ce petit bouclier est associé au grand protège tibia, les ocréae et des cuissards. Il est face à son adversaire typique, le Myrmion, avec le scutum, le grand bouclier classique romain, le brassard et la dague simple. Lui, il va être comme un rouleau compresseur qui va avancer, charger, petit à petit s'avancer pour grignoter du terrain. Il y a un peu le symbole de l'armée romaine qui conquiert des territoires et qui avance caché derrière un grand bouclier. Et lui, il s'appelle Thrace, il est le symbole d'un peuple oriental, et donc il va contourner, il va passer sur les côtés, il va tourner, il va faire le spectacle, et il va être plus dans la mobilité, dans le déplacement. L'objectif est vraiment qu'il y ait un combat qui se réalise, le sang va couler, on va leur laisser des zones très particulières où on va venir les tailler, et comme ça le sang va couler, il va y avoir une expression violente, certes, mais mesurée, contrôlée, pour éviter qu'il y ait la mort d'un gladiateur de façon prématurée. Ça t'aide à tenir le casque en même temps. Ok. Allez, saluez-vous. En garde. Combattez. Au bout d'un moment, je me suis dit quand même, ce serait bien de passer de l'autre côté pour voir vraiment comment ça fonctionne. Et du coup, j'ai découvert un sport. C'est-à-dire j'y suis allé par la science. Mais maintenant, je considère la gladiature comme du sport. Donc, d'aucuns vont faire du football ou du rugby. Moi, je vais faire de la gladiature. Ah, il faut ces mouvements là. J'en utilise ces 2 pieds là. J'utilise ces 2 pieds, les 2 gardes. Garde le normal. Quand on pratique, on réalise à quel point ça nécessite une maîtrise technique et une finesse qui est absolument énorme. On se rend compte que si on veut avoir de bons combats, de bons combattants, mais il est impossible que la mort soit au bout à chaque combat. C'est totalement impossible parce qu'il faut
des heures, des jours, des semaines et des mois d'entraînement pour arriver à approcher une finesse technique qui soit vraiment très bonne. Bon. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Ah ouais, donc c'est plus simple, ouais. Oui, c'est beaucoup plus facile. Là, on est à l'intérieur de la structure creuse du monument, parce qu'il est en élévation. Et donc forcément, pour porter des dizaines et des dizaines de gradins, il doit comporter des espaces vides à l'intérieur qui devaient servir pour les coulisses, pour stocker du matériel, des animaux éventuellement. Mais on n'a pas encore à ce jour trouvé vraiment de lieu dédié aux gladiateurs en eux-mêmes. On connaît la cérémonie d'ouverture des Jeux gladiatoriens. C'est-à-dire qu'on sait qu'au début d'une série de journées de jeux, on va avoir ce qu'on appelle la pompa, donc un grand défilé solennel avec l'organisateur des Jeux en tête, puis tous les combattants, le matériel qui va être exposé, etc. Par contre, au quotidien, pour chaque combat, on ne sait pas du tout comment se dérouler l'entrée en piste et la sortie. On sait que dans toutes les villes qui sont équipées d'un amphithéâtre, on a forcément des écoles de gladiateurs, même si physiquement on ne les a pas encore retrouvées. On a des mentions, on sait qu'à Nîmes, on a une école de gladiateurs. Et forcément, si vous voulez avoir des combattants qui sont formés pour faire un beau spectacle pour les 20 000 personnes qui sont ici réunies, il faut qu'ils s'entraînent au quotidien pour pouvoir être efficaces. Le nom qui est donné à une école, à un groupe de gladiateurs, c'est la familia, la famille, donc qui est placée sous l'autorité du pater familias, le propriétaire des combattants. Dans ces écoles, non seulement vivent les combattants et tout le personnel, mais également les compagnes des gladiateurs et leurs enfants. Donc on est bien loin de l'image qu'on a souvent de Spartacus enfermé, que l'on va fouetter. Dès le 1er siècle de notre ère, en réalité, c'est une véritable société qui vit là-dedans et en paix et en harmonie. Sans le savoir, Brice Lopez a reconstitué avec Acta la tradition des gladiateurs. Sa société fonctionne comme une petite famille. Sa fille, chercheuse en histoire, a même rejoint l'équipe. Et pour son doctorat, Meryl Ducrot a choisi un thème qu'elle connaît bien. J'ai commencé vraiment par passion, pour suivre mon père, parce que c'était sympa et que j'aimais bien, je me costumais. Et je me vois partir avec mon père et l'équipement, et allez, on va faire un spectacle dans le sud de l'Italie, c'est parti. Voilà, pour moi, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, dans la marmite, direct. On a des gladiatrices. On a un bas-relief conservé au British Museum qui nous montre 2 femmes. Elles n'ont pas de casque, les casques sont posés à leurs pieds pour pouvoir montrer leur coiffure. On voit leur poitrine et on a leur nom, Aquilia et Amazonia. Avec la stèle d'Aquilia et Amazonia, on n'a aucun doute sur la présence de femmes gladiatrices. Pour faire partager ses découvertes, tout en finançant ses recherches, Acta a imaginé des modules éducatifs autour des sports antiques. Chaque semaine, le Forum Ugornum à Beaucaire accueille des dizaines d'élèves latinistes pour pratiquer le pancrace ou les autres sports olympiques, un outil pédagogique apprécié par les professeurs. Nous, on part des textes en classe, donc on part des textes latins qu'on traduit, parfois on s'appuie sur des images, alors qu'ici, on peut toucher les objets, on peut les voir, il y a une reconstitution, il y a tout un travail est fait sur les règles de gladiateurs, par exemple ici, où on peut voir justement comment se déroule un vrai combat. Et que ça permet de mettre en lien ce qu'on voit à l'école et ici de le rendre plus vivant et concret. On les croit esclaves, brutes sans pitié, assassins. Dans l'imaginaire collectif, les gladiateurs inspirent tous les fantasmes. La faute à Hollywood et à ses péplums parsemés d'erreurs historiques. Dans les sources pourtant, rien ne prouve que Spartacus ait jamais été un gladiateur, ni qu'un pouce tendu vers le sol était le geste qui déclenchait la mort. Là, on est au summum de l'idée reçue complètement farfelue. C'est la mauvaise traduction d'un texte de Juvénal par un peintre pompier. Donc en gros, Juvénal parle de Pollex versus, qui a été traduit par Jean-Léon Gérôme par le pouce renversé. Sauf que, sur aucune pièce archéologique, on ne va voir ce pouce renversé. Et si le combattant vaincu offre symboliquement sa vie à l'organisateur qui paye le combat en pointant l'index vers le ciel, on sait désormais qu'il est exceptionnellement rare que celui-ci accepte la mise à mort.
Il faut vraiment que les armes soient, on va dire, exactes, comme à l'époque. Je ne vais pas m'amuser à changer le type de métal ou la forme parce que j'ai envie. Non, non. Du moment que le combattant a le même objet, forcément, il va retrouver la même gestuelle. Après, que ça soit fabriqué avec une perceuse, sans perceuse, avec une forge laser, si ça pouvait exister, on s'en fiche. L'important, c'est que l'objet lui-même soit exact. Là, je suis en train de faire une pointe de pylôme, la même pointe qui a été retrouvée sur le site d'Alésia, en Bourgogne. Au début d'Acta, c'était assez difficile. On est parti de rien, mais quand je dis de rien, c'est que nos boucliers, on les fabriquait en cagettes qu'on allait récupérer, en lattes de cagettes qu'on allait récupérer dans le supermarché. Et petit à petit, à cause de la recherche, on a eu besoin vraiment que ça soit vraiment rigoureux. On a réfléchi, on a pris les moyens qu'il faut, le temps qu'il faut, et on fait tout de A à Z. Que ce soit le cuir, le bois, la forge, de la chaussure au casque. On pensait que les casques métalliques notamment étaient des casques d'apparat. On se disait mais 8 kilos sur la tête, on se disait mais c'est trop lourd. Donc on avait fait des prototypes en cuir, on testait sur ces prototypes en cuir. Plus on a évolué dans la technique martiale, plus les accidents se sont faits de manière répétée. Et donc là, petit à petit, on changeait des parties en cuir en pièces métalliques pour à la fin obtenir un casque entièrement en métal. Et donc on se dit maintenant 8 kilos, c'est bien, on comprend pourquoi. Le monde des gladiateurs n'est pas le seul à bénéficier des découvertes de l'archéologie expérimentale. La recherche fait renaître certains sports olympiques antiques et notamment des disciplines oubliées du pentathlon grec. À côté du disque et du javelot, les athlètes pratiquaient alors une troisième forme de lancer, le Eoton Balain, que l'on pourrait traduire par le lancer de soi-même. C'est une forme de saut en longueur où on utilise des haltères qui peuvent être comme celle-ci en plomb. Il existe aussi des haltères en bronze ou même en pierre, donc les formes peuvent varier. Et des poids qui peuvent aller jusqu'à un peu plus de 4 kg. On va projeter ces haltères vers l'avant pour tirer dessus quand on est en l'air et gagner quelques centimètres en l'air. Et on atterrit et on rebalance pour faire 5 bonds. C'est là toute la difficulté. Il n'y a pas de manuel du pentabond, proprement dit, mais quelques visuels sur les vases, notamment les vases grecs, et puis une performance. Ça, c'est très important. On en a très peu dans l'Antiquité, mais quand on sait que les athlètes de l'Antiquité peuvent atteindre jusqu'à 16,50 mètres sans élan, c'est logique que ce ne soit pas en un seul saut, c'est pas possible. Alors on sait que c'est plusieurs sauts, et 5, c'est ce qui nous semble le plus cohérent, parce que c'est à la fois difficile, mais réalisable. Les archéologues se demandaient pourquoi ces haltères étaient toujours usés sur un côté et avec un angle particulier. Et en fait, des gens comme Acta ont pu reconstituer donc, ces haltères et les utiliser, non pas comme nous dans un cabinet avec un crayon et un papier, mais sur place, en sautant. Et ils se sont aperçus que lorsqu'ils sautaient, le geste de lancer les haltères en avant fait que, obligatoirement, elles s'entrechoquent et qu'elles s'usent. Vous voyez, ça c'est un exemple de ces collaborations que nous pouvons avoir avec ceux qui pratiquent l'archéologie expérimentale. Je me sens un peu dans la peau à la fois d'un athlète et d'un chercheur. La combinaison des deux est intéressante, originale. Se sentir les deux à la fois, c'est très particulier. Et c'est très enrichissant finalement, à la fois pour l'athlète et pour le chercheur. C'est deux corps de métier qu'on n'a pas l'habitude de croiser et moi j'y trouve mon plaisir. Il faut être honnête, on ne peut pas avoir cette sensation-là du danger de la vie. Par contre, il y a des moments, de notre vie de gladiateur moderne où on se dit « waouh, c'est ça ». Quand, pour la première fois dans un amphithéâtre dans les Vosges, perdu au milieu de la forêt des Vosges, il n'y a aucune perturbation moderne autour, tu as 2000 personnes dans les gradins, tu fais une démonstration pour un archéologue qui part à la retraite, il y a plein de monde et ça tape et c'est fort, il y a beaucoup de choses. Et puis tu mets le genou au sol et tout le monde, là, mort, là, mort, là. Et là, pendant une fraction de seconde, tu te dis, waouh,
Ah ouais, d'accord, c'était ça.